La proposition de loi pour un possible référendum constitutionnel a été adoptée en République démocratique du Congo par l'Assemblée nationale, puis le Sénat ce 15 juin 2026. Une adoption qui intervient dans un contexte de crise politique. L'opposition congolaise y voit une modification de la Constitution qui pourrait permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Le président du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce lundi 15 juin 2026. Il a réaffirmé sa volonté de bâtir le pays et de le placer favorablement sur la scène diplomatique internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En République démocratique du Congo, une nouvelle étape a été franchie dans le processus devant conduire à un éventuel référendum constitutionnel. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté le 15 juin 2026 la proposition de loi qui en fixe des modalités d'organisation. Un texte qui nourrit des tensions politiques, l'opposition y voit les prémices d'un changement de constitution susceptible, selon elle, d'ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Le texte a été adopté à l'unanimité par les 89 sénateurs présents sur les 109 que compte la Chambre haute. Cette proposition de loi définit pour la première fois les modalités d'organisation d'un référendum en RDC. Réunis tard lundi soir en commission mixte paritaire, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la loi encadrant l'organisation du référendum. Les deux chambres ont levé leurs divergences, notamment sur la composition de l'Assemblée constituante. La proposition du Sénat excluant les conseillers communaux a été retenue, tandis que l'idée d'une coprésidence de cette instance a été abandonnée. L'Assemblée constituante sera donc dirigée par le président de l'Assemblée nationale, assisté du président du Sénat lorsque le processus sera engagé. Le texte adopté dans les mêmes termes par les deux chambres doit être transmis ce mardi au chef de l'État pour promulgation. Le Sénat n'avait pas repris la version votée quelques jours plus tôt par l'Assemblée nationale. Les sénateurs, en plus de reformuler certaines dispositions, avaient introduit un amendement qui touchait à la composition de l'Assemblée constituante, appelée à trancher sur une éventuelle nouvelle constitution. Au Gabon, c'est une exigence de la nouvelle constitution. Une fois par an, le chef de l'État doit prononcer un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce lundi 15 juin 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est plié à cet exercice. En plus de plusieurs annonces à caractère social, le président gabonais est revenu sur le repositionnement du Gabon sur la scène politique, diplomatique internationale. 2h15, c'est la durée du discours prononcé par le président gabonais ce lundi à l'Assemblée, interrompu par les acclamations des députés et sénateurs, tous majoritairement membres de l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti créé par Clotaire Oligui Nguema lui-même. Le président a affirmé avoir bâti d'un pays dans une situation chaotique, un pays qu'il a décidé de bâtir. Ma volonté de bâtir ces pays reste intacte. Je ne suis pas un président des maquettes, je suis un président bâtisseur et pragmatique, a-t-il déclaré, sous les applaudissements. Tout n'est pas rose depuis qu'il est au pouvoir. Il y a un an, la Cour internationale de justice a décidé d'attribuer l'île Banié à la Guinée équatoriale. Oligui Nguema a aussi soutenu gouverner le pays sur la base des normes internationales en matière de droits humains, de démocratie et d'état de droit. Ses détracteurs l'accusent de restreindre les libertés avec la suspension, toujours en vigueur, des réseaux sociaux et la réduction au silence de ses adversaires comme l'opposant Alain-Claude Billy Benzé, actuellement en prison. En Centrafrique, l'état-major des forces armées centrafricaines, FACA, rejette fermement les accusations l'impliquant dans un supposé projet de renversement du régime en place. Depuis plusieurs jours, des messages relayés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, mais aussi au sein de certains cercles politiques font état d'une présumée tentative de déstabilisation des autorités, des informations que l'armée qualifie de fausses et de dénuées de tout fondement. Dans un communiqué publié le 13 juin, l'état-major des armées dénonce des allégations diffamatoires, mensongères et relevant de la désinformation.
Il affirme que ces accusations visent à ternir son image et celle de son chef, le général Zéphérin Mamadou, ainsi qu'à fragiliser les efforts de montée en puissance des forces armées centrafricaines. L'état-major a réaffirmé son attachement aux institutions de la République, au respect de l'ordre constitutionnel et à sa loyauté envers le président de la République et le chef suprême des armées Faustin Archange Touadéra. Face à la circulation de ces rumeurs, l'armée appelle la population à la vigilance et à la retenue afin d'éviter toute manipulation susceptible de compromettre la stabilité du pays. La société civile s'est dit préoccupée et appelle les autorités à la vigilance. Elle estime que le pays a déjà trop souffert et juge inadmissible toute tentative de coup d'État. Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les auteurs de ce que l'état-major qualifie d'actes de cybercriminalité. Le protocole d'accord américo-iranien n'est pas encore connu en détail, mais il suscite de très fortes critiques en Israël depuis ce lundi 15 juin. La classe politique est vent debout et pointe la responsabilité de Benjamin Netanyahou qui botte en touche et fait la liste de tous ses succès lors des dernières campagnes militaires. Il en profite pour annoncer sa candidature aux prochaines élections. Au-delà de la campagne électorale, la relation entre les États-Unis et Israël semble mise à mal puisque les Israéliens ont été mis à l'écart et apparaissent comme les grands perdants. Faut-il voir dans l'accord américo-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington? Un désaveu personnel pour Benjamin Netanyahou? Harel Korev, analyste au centre Moshe Dayan de Tel Aviv, pointe ce qu'il appelle les erreurs stratégiques des Américains. Israël a été laissé pour compte et selon nous, les Américains commettent toutes les erreurs possibles et imaginables, à commencer par le fait de dévoiler leurs intentions, estime Harel Korev. On ne dit pas qu'on n'enverra pas de troupes au sol. On ne dit pas que la guerre est limitée dans l'OTAN. Et c'est tout simplement de l'arrogance. Pour de nombreux analystes israéliens, le pays se trouve aujourd'hui dans une situation pire que celle qui prévalait avant la guerre. Harel Korev est aussi pessimiste pour l'avenir. L'accord ne tiendra pas la route. Il n'est pas viable au regard des intérêts essentiels d'Israël en matière de sécurité. Et c'est pourquoi toute cette affaire est vraiment un gâchis qui, à mon sens, ne peut pas fonctionner à long terme, juge-t-il. Benjamin Netanyahou lui met en avant la menace nucléaire à laquelle Israël a, selon lui, échappé pour se décharger de toute responsabilité. D'autres analystes estiment que le projet d'accord renforce la République islamique tout en laissant sans réponse les exigences israéliennes. En Hongrie, les parlementaires ont voté ce lundi 15 juin 2026 en faveur d'une modification de la Constitution qui empêche Viktor Orban de revenir au pouvoir. Selon l'amendement adopté par le parti TISA du Premier ministre Péter Magyar, un Premier ministre ne pourra pas gouverner plus de 8 ans consécutifs ou non. Au total, Viktor Orban a été chef du gouvernement pendant 20 ans, dont 16 années consécutives. L'amendement adopté par 135 voix pour 50 contre et 6 abstentions était la principale promesse de campagne de Péter Magyar. Son objectif, empêcher un autocrate de s'accrocher à son fauteuil indéfiniment. Dans n'importe quel système démocratique, un pouvoir illimité finit toujours par perdre le sens de la retenue, avait déclaré le Premier ministre en présentant le texte. La modification de la Constitution limite l'exercice de la fonction à 8 ans pour tous les futurs premiers ministres, y compris pour Péter Magyar. Selon le FERS, parti de Viktor Orban, cette loi est conçue pour empêcher l'ancien Premier ministre de revenir au gouvernement. Désormais, dans l'opposition, le FEDEX dénonce une restriction de la volonté populaire. L'ancien Premier ministre hongrois a réagi à l'adoption de la loi sur le réseau social Facebook, ironisant sur l'adoption de la loi Orban. Si l'on a besoin de moi, je serai là, a-t-il ajouté. Toutefois, la nouvelle loi n'exclut pas complètement un retour d'Orban au pouvoir. Il faudrait pour cela modifier à nouveau la Constitution, ce qui nécessite une majorité des 2/3 des sièges au Parlement. Or, selon plusieurs commentateurs, il est peu probable que le parti de Viktor Orban retrouve une telle majorité à l'avenir. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.